Ben oui, bienvenue à l'émission à tous ceux qui se joignent à nous un peu partout sur le réseau Cogeco. Merci aux gens de l'Outaouais, de la Mauricie, de l'Estrie. Bienvenue à votre émission. Nous allons en deuxième heure, pour les gens de Montréal, aborder deux autres questions. La prochaine invitée que je vais vous présenter, vous allez la trouver fort passionnante, comme j'ai trouvé son livre qui vient de sortir, qui s'intitule Entre la tête et le cœur, voyage intérieur pour se découvrir et s'accepter. C'est un ouvrage, en fait, qui était pas supposé être un livre, mais des réflexions personnelles qu'elle s'était écrite pour elle, pour l'aider à cheminer. Elle avait une grosse job, une grosse maison, la famille. Vous savez, le kit, là. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte, je devrais être heureuse. Puis non, elle se sentait pas tout à fait dans le bonheur. Alors Pascale Dufresne, mon invitée, a décidé de changer de vie. Merci Pascale d'être là. Merci Isabelle de me recevoir. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé fort passionnant dans votre livre, c'est que vous parlez d'entrée de jeu. Vous dites, moi au début, là, il y a quelques années, vous m'auriez dit comment tu te sens par rapport à telle situation, comment tu te sens quand tu prends une décision émotivement, puis vous auriez dit, voyons donc, à quoi ça sert de penser ou de parler avec son cœur? Vous étiez une femme très rationnelle. Tout à fait. En fait, j'ai vécu dans un milieu qui était très conventionnel. J'ai fréquenté une école de religieuse. Ensuite, je suis allée au collège militaire, au HEC. Donc, j'ai appris avec les années. Tu sais, en tant qu'enfant, on est plutôt spontané, on suit notre cœur de façon naturelle, mais à un moment donné, on apprend que ça peut être payant d'être responsable et d'être raisonnable. Et à partir d'un certain moment donné, le cœur se tait. C'est comme s'il s'anesthésie et on finit par croire et faire confiance de plus en plus à notre raison. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, rendu aux alentours de la quarantaine, j'ai fait ce constat-là. Comment il vous est venu ce constat que c'était votre raison qui menait tout le temps votre cœur? Mm-hmm. En fait, c'est un cumul de plusieurs choses parce que vous savez, autour de la quarantaine, on le sait, il y a une espèce de phénomène de crise, de milieu de vie où on se dit à un certain moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je devrais, comme tu disais tantôt Isabelle, je devrais être heureuse, mais je ne le suis pas. Uh-huh. Et j'ai réalisé qu'en fait, même si je me posais la question, qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureuse? Je le savais pas. J'avais jamais fait ce chemin-là vers l'intérieur de moi-même pour me poser cette question. Cette question-là, il me disait, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Pascal? C'est quoi qui te passionne vraiment? Donc, et pourtant, vous dites ça, Pascal, mais en même temps, vous aimiez ce que vous faisiez, là. J'aimais, en fait, ça me donnait une satisfaction parce que j'étais bonne et j'étais compétente dans ce que je faisais. Est-ce que j'avais la passion? Est-ce que ça avait un sens pour moi? Est-ce que j'avais l'impression de contribuer? Non. Mais je me sentais compétente et pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance qui m'est parvenue par mon travail et ça me nourrissait énormément. Mais oui, la reconnaissance, c'est la première chose d'ailleurs qui nourrit les gens au travail. Exactement. Mais donc, crise de la quarantaine, appelons-la comme ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas aussi heureuse que vous devriez l'être avec tout ce bien-être matériel et professionnel qui vous entoure? Qu'est-ce que vous faites avec ça, Pascal, à ce moment-là? J'ai commencé. C'était il y a quelques années, là, hein? Vous êtes encore vous êtes encore dans la quarantaine, fait que c'était il y a pas longtemps, là, ça. Ouais, environ 6-7 ans. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé à faire du yoga il y a une dizaine d'années. Et le yoga m'a beaucoup amené à me questionner. Tout ce qui se passe sur un tapis de yoga, ça se passe aussi dans la vie. Hein? Donc, notre lien à la performance, à l'ego. Donc, je me suis questionnée beaucoup, mais surtout, j'ai rencontré des gens qui étaient différents de moi. Tantôt, quand tu mentionnais des gens qui te demandent sans cesse, comment tu te sens, etc. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, il y a des gens pour qui c'est pertinent de se demander ça. Ils sont bien fatigants, Ils sont bien fatigants, mais ça a l'air ils ont l'air d'avoir une vie différente de la mienne, qui a l'air pas pire aussi, tu sais. Et là, je me suis inscrite à toutes sortes de cours, des cours de dialogue authentique, des cours de PNL, et j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort pour me connecter avec quelque chose qui était tout à fait coupé chez moi. Et j'ai rencontré une coach. Et j'ai fait moi-même un coaching et j'ai commencé à développer une certaine conscience par rapport à moi-même. Et j'ai réalisé que dans mes journées, en fait, c'était pas des journées qui étaient toujours toutes insatisfaisantes. Il y avait des moments dans mes journées qui m'amenaient ce sens-là et cette impression de contribuer. Puis c'était toujours orienté vers les gens. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose là. Et je me suis dit, je pense que ce que je veux, moi, c'est de m'intéresser aux humains dans l'organisation. Et c'est là que je me suis inscrite à mon cours de coaching de gestion, qui a été une expérience de découverte de moi-même. Donc, tout passe par là, en fait, la découverte de qui j'étais, de quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes... Alors qu'à ce moment-là, vous faisiez quoi? Vous étiez plus
gestionnaire de bureau. C'était quoi le travail que vous faisiez? J'étais consultante en gestion. Et ce que je faisais, c'est que j'implantais des gros systèmes informatiques dans des boîtes. C'est moins humain comme... C'est moins humain. Ouais. On est très orienté sur les systèmes, sur les processus et moins sur l'humain. Ouais. Et donc, c'est cette dimension-là qui vous manquait. C'est vraiment cette dimension-là qui manquait, de faire une différence dans la vie des gens. À chaque fois qu'il arrivait un moment au bureau où, justement, j'arrivais à créer un déclic chez quelqu'un, à créer une situation conflictuelle, à ramener deux personnes à dialoguer, je ressentais cette petite flamme-là à l'intérieur. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Il y avait comme un appel ou un élan, si on veut. Sauf que ça vous a amené, donc, à faire des grands changement. Ouais. Et là, il a fallu que vous réfléchissiez. Bon, évidemment, c'est notre tête qui réfléchit, mais c'est aussi notre cœur qui peut nous amener à prendre des décisions. Vous diriez que vous avez fait plus de place à votre cœur dans vos décisions? Au début, c'était beaucoup plus la tête parce que faire attention à ce que mon cœur me disait, c'était quelque chose de tout à fait inconnu pour moi. Donc, même quand on veut bien écouter notre cœur, des fois, on peut avoir... Notre tête nous ramène. Oui, oui, parce que dans notre tête, il y a les peurs. Hein? Donc, notre peur de, je suis peut-être trop vieille, je suis peut-être pas capable, c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je devrais rester où est-ce que je suis. Dans le fond, je suis confortable. Donc, toutes les peurs viennent de notre mental. Alors, et j'ai pris certaines décisions avec ma tête davantage au début. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon cheminement, j'ai été capable d'écouter mon cœur. Mais là, je suis allée dans l'autre extrême. Et là, je me suis dit, la tête, c'est assez. Maintenant, je n'écoute que mon cœur. Et là, je suis allée dans un extrême qui m'a pas nécessairement servi non plus. C'est vrai? Oui, ben oui. Parce que je pense qu'en bout de ligne, c'est l'équilibre. Oui, on doit harmoniser les deux. Notre tête nous est très utile parce que c'est elle qui nous permet de s'organiser, de mettre en action notre vision et nos projets. Notre cœur, lui, il nous donne l'inspiration, il nous donne cette vision-là, mais après ça, il faut la mettre en action. Donc, ça prend un peu des deux. Puis en tant que femme d'affaires, mes décisions doivent être à l'origine par mon cœur, mais supportée et approuvée par ma tête ensuite. Mais là, Pascal Dufresne, quand là, je pars de la grosse maison, la grosse job, la famille, aviez-vous le chien puis le chalet aussi en même temps? Pas de chien et pas de chalet pour cause d'allergie. Ah bon. Mais vous aviez la picture. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça? Ouais. Je me suis dit que peut-être que le changement passait par le dépouillement de tout ce qui est matériel, parce qu'on valorise beaucoup les gens qui font des changements très drastiques. Puis, en fait, en tout cas, on les regarde aller puis on est bien impressionnés. Oui, on est bien impressionnés. On n'est pas sûr qu'on ferait pareil, là, mais... Oui, c'est ça. Puis il y a plein de méthodes qui nous vont changer votre vie en 30 minutes, en 10 jours, etc. Puis là, on se dit, mais mon Dieu, il faut que ça passe par quelque chose de drastique. Ouais. Donc, je me suis dit, pour pouvoir faire un changement, il faut surtout pas que l'aspect financier vienne stopper mon projet. Alors, je vais me débarrasser de tout ce qui pourrait être un frein à ça. Donc, j'avais l'impression, quand j'ai vendu ma maison, ma voiture, je me suis ramassée dans un petit 5,5 avec mes enfants. Et là, je me suis dit, ça y est, ma vie est changée. Mais je me doutais pas qu'en fait, le voyage ne faisait que commencer parce que c'était une manifestation visible du changement, mais il n'y avait rien d'intérieur. Je savais pas plus où je voulais m'en aller, en fait. Fait que aviez-vous comme un mari ou un chum à ce moment-là? Non. OK. Non, vous l'aviez dit. Ça avait déjà été réglé, cette question-là. C'est ça. Mais les enfants, comment ils ont pris ça? Mes enfants... Maman, elle vire sur le top avant tout. Elle fait une vente de feu. On déménage dans un 5,5. Mes enfants, ils sont vraiment extraordinaires parce que depuis qu'ils sont petits, que je les embarque dans toutes sortes d'aventures, on est des voyageurs d'aventure. Et mes enfants, ils m'ont toujours dit, maman, de toute façon, on était toujours dans les mêmes pièces à la maison. Donc, on est dans un environnement un petit peu plus petit, mais pourvu qu'on soit proche de nos amis, qu'on soit proche de papa, c'est pas ça qui est important. Ah, ben c'est bon. Ouais, puis j'ai entendu mon fils dernièrement dire à une amie à moi, ma mère m'a appris ce que c'était vraiment le bonheur. Et ça, pour moi, ça a ça a été pour moi quelque chose de très significatif parce que dans tout ce processus-là, une des questions qui me hantait, c'est qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? L'image de la mère hyper stressée, hyper performante, qui est toujours en contrôle, qui a pas d'émotion, mais qui performe, puis qui est bonne, puis qui, tu sais, un peu l'image de la superwoman parfaite. Ou de la mère qui est peut-être pas parfaite dans son imperfection, qui a aussi qui suit ses rêves, qui a des projets à elle, puis qui est bien en tant que femme en même temps qu'en tant que mère. Puis je pense que c'est cette image-là que j'avais le goût de laisser à mes enfants. C'est une belle image, c'est sûr qu'on veut tous laisser ça à nos enfants. Puis là, j'imagine que de voir votre livre
avec votre nom, Pascal Dufresne, dessus. Comment vous vous êtes senti, Pascal, quand vous avez tenu ce livre-là, Entre la tête et le cœur, dans vos mains, que vous l'avez présenté à vos enfants, là, dans votre 5,5? Sérieusement, c'est quelque chose parce que au début, j'ai écrit surtout pour me donner un espace de réflexion. Mm-hmm. Et je vais vous en parler à la radio aujourd'hui. J'en parle à la radio, c'est tout à fait... Tu sais, quand on dit que la tête va nous donner un plan de match avec des objectifs très, très concrets où on pense qu'on va arriver, mais si on est à l'écoute de tout ce qui se passe, toutes les opportunités qui arrivent, finalement, on se retrouve 4-5 ans plus tard à un endroit où on n'aurait peut-être jamais espéré être. Donc ça, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. Donc, je me suis donné cet espace-là de réflexion. 1 an et demi plus tard, je me rends compte que j'ai la possibilité de partager ce que j'avais écrit et j'ai fait affaire avec une coach d'écriture formidable qui m'a guidée à travers le processus. Alors, quand j'ai eu ce livre-là entre les mains, ça a été... une espèce de sentiment d'extase. Yeah, oui, hein, ouais. C'est pas mal de bonheur, ça. Ça, c'est le bonheur. Ouais. Ouais. On va s'arrêter ici, puis on va poser la question à nos auditeurs quand vient le temps de prendre une décision importante. C'est qui le patron? Est-ce que c'est votre tête ou est-ce que c'est votre cœur? C'est ma femme. Ça, c'est le gars qui nous écoute. Ah, c'est ça. Je vous dis pas qui c'est, mais en ce moment, Jean-Christophe est très rouge. On va s'arrêter ici, très, très courte pause. Alors, c'est votre tête, c'est votre cœur ou c'est votre femme qui décide quand vient le temps de prendre une décision? À tout de suite, tout le monde, j'ai hâte de vous entendre. Ouais, vous nous appelez et on vous met en onde. On se pose la question quand vient le temps de prendre une décision importante. Qui est le patron? Est-ce que c'est votre tête qui vous mène? Est-ce que c'est votre cœur qui vous mène? Ou est-ce que c'est l'autre à côté qui décide? Votre conjoint, votre conjointe? Vanna, bonjour. Bonjour. Qui décide chez vous? Pour vous, dans votre tête ou votre... Je dois vous dire, j'ai appris que pour être bien heureuse, il faut que notre vie nous ressemble. Et pour ce faire, il faut que ça soit équilibré. Alors, je crois que c'est un peu la tête et un peu le cœur. Mm-hmm. Il y en a pas un qui tire plus que l'autre? Il faut que ça soit équilibré. Moi, il faut analyser un peu, écouter notre cœur parce qu'il faut pas que ça aille à l'encontre de nos valeurs, de nos croyances. Et il faut que ça nous ressemble. Alors, moi, je suis vraiment... sincèrement, je crois que c'est les deux. Mais probablement, Vanna, que vous dites ça parce que vous avez fait le même cheminement ou quelque chose qui ressemble un peu à ce que mon invité Pascal Dufresne a fait, parce que vous parlez de valeurs, vous parlez de choses qui vous ressemblent. Ça sous-entend qu'on se connaît quand on dit ça, Vanna. Moi, j'ai pas entendu l'entrevue avec Pascal Dufresne et j'ai eu la chance d'entendre les 2 dernières minutes, mais à 31 ans, j'ai dû faire un recul, j'ai regardé ma vie et j'ai dit, bon, ça me ressemble plus. C'est ça. Je pense que si bien des gens faisaient ça, on aurait peut-être moins de troubles de santé mentale, moins de troubles de dépression parce que ça va vite, puis on se perd là-dedans. Alors, j'ai pris du recul et puis j'ai appris à nouveau qui j'étais à 31, à 32. Je suis rendue à 33 ans. J'ai fait un changement complet. J'avais une belle carrière. Je suis rendue étudiante à l'université à temps plein. Ah, c'est vrai? Ouais, vous êtes retournée à l'école en quoi, finalement? Je m'en vais en enseignement du français au secondaire. Hey, bravo! Et c'est drôle parce que, voyez-vous, le début de l'entrevue avec Pascal, elle expliquait justement ça, hein, Pascal? Tout à fait. Bravo, Vanna, pour votre cheminement et surtout ce cheminement de découverte de qui vous êtes vraiment. Oui. Puis elle disait d'ailleurs, Pascal, que c'était le yoga aussi, entre autres, hein, qui a été un élément déclencheur. C'est un peu similaire finalement comme cheminement. Merci beaucoup, Vanna, de votre... puis bonne chance dans vos études. Merci, bonne journée. On a Bertrand qui nous appelle. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Votre tête, votre cœur, c'est qui le boss? Ce qui est important, c'est le cœur nous aide à définir ce que c'est qu'on a comme besoin. Ouais. Si nos besoins viennent, c'est ce qui nous manque, c'est ce que notre cœur nous dit qui nous manque, puis notre tête, c'est le moyen d'aller chercher. Ah, c'est bien présenté, effectivement. C'est un peu ce que Pascal disait tout à l'heure, d'ailleurs. Ce qui est difficile, tout le monde parle de l'équilibre, hein, vous disiez, Pascal, c'est important d'être équilibré, mais Bertrand, c'est pas toujours évident d'avoir cet équilibre entre la tête et le cœur. C'est qu'il faut prendre le temps. Oui. Et puis, c'est ça que les gens ont pas. Ils n'ont pas de temps et ils sont surchargés. Votre sujet que vous avez eu avant, c'est pas la même chose. Tout à fait. Il y a un lien, d'ailleurs, entre les deux, effectivement. Il y a un lien entre les deux, c'est que les gens ne prennent pas le temps. Ils ont le temps. La seule ressource qu'on dispose dans la vie, c'est du temps. Ouais. Et puis, on fait pas de budget de temps. On fait des budgets d'argent, mais on fait pas de budget de temps. C'est vrai. On a beaucoup de la difficulté à le faire. Merci beaucoup, Bertrand. Bonne journée. Bonjour, Ali.
Oui, bonjour. Allez-y. Oui, excuse, j'ai essayé tout le temps que je prends des décisions avec ma tête, Ouais. mais j'ai eu beaucoup... ma femme qui a cogné sur ma tête, alors j'ai oublié ça. J'ai dit que je vais prendre avec mon corps. Mm-hmm. Mais après ça, j'ai compris que mon corps aussi, c'est pas avec moi, c'est chez ma femme. Ah, vous, c'est votre femme qui décide, finalement. De toute façon, de ce côté, c'est elle qui décide. Puis, est-ce que vous êtes d'accord avec ces décisions pour vous? Mais je pense, oui, 90%, c'est elle va prendre bonne décision. Ah ben, c'est bien. Elle vous connaît aussi. Ouais. Oui. Pour la réussite de la famille, c'est mieux la femme. Bon, ben merci, Ali. Merci bien. On a Patrick au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Allez-y, Patrick. Vous en pensez quoi? Vous, c'est la tête, le cœur qui mène dans votre vie? Moi, j'ai 43 ans, puis de 17 à 30 ans, ça n'était que le cœur. J'ai obtenu une grande richesse intérieure, mais j'ai eu une pauvreté matérielle. Puis après 30 ans, ça a été totalement l'inverse. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire c'est 80% c'est la raison, puis 20% le cœur. Puis aujourd'hui, j'ai une maison, puis j'ai une femme, puis tout l'inverse. Et est-ce que vous diriez, donc ça a été d'abord le cœur, maintenant la raison, est-ce que vous diriez que plus ça va, plus vous tendez vers l'équilibre? Ou vous êtes beaucoup dans la tête, là? Non, je suis très rationnel, terre à terre, puis il y a un petit 20% qui reste encore avec le cœur, mais je pense que la raison l'emporte beaucoup, puis moi, ça m'a apporté une grande équilibre avec les valeurs qui m'ont été apportées, que j'ai appris au cours de la vie. Ben, c'est parfait, hein? L'important, c'est que vous soyez bien là-dedans. On dit pas c'est mieux d'être de cœur, c'est mieux d'être de raison. C'est vraiment, je pense que c'est chacun qui trouve son équilibre là-dedans. Ça peut être 80% la tête qui décide, Pascal, puis avec un petit 20% de cœur. Tant qu'on a un peu de cœur. Exactement. Puis chaque humain est composé des deux de toute façon. Voilà. Puis on l'a dans une proportion distincte. Merci beaucoup, Patrick. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs encore si vous le souhaitez. 514-790-9850. Il y a Jonathan qui m'écrit. Je lui ai envoyé un petit mot. Je ne sais pas s'il est à l'écoute. Jonathan, si vous pouvez m'appeler, ça serait chouette parce que son message me touche beaucoup. Il dit qu'il a 35 ans, il a maison, enfant, il fait beaucoup d'argent. Il est dans les 6 chiffres, là. Bon, il dit toutes mes décisions sont dictées par mon cerveau. Il dit rarement je me pose la question comment je me sens. Et samedi dernier, il y a un ami comme moi là qui semblait avoir une belle vie, il y avait tout là, nos vies se ressemblaient beaucoup, qui vient de se suicider. Il s'est enlevé la vie et depuis, Jonathan dit qu'il réfléchit beaucoup sur sa vie. Est-ce que je suis vraiment heureux? C'est sûr que là, il y a un événement particulier qui le touche près de lui, quelqu'un qui y ressemble, avec qui il était très lié. Ça nous touche quand ça arrive dans notre vie, ça, puis on se dit, coudonc, est-ce que je suis en train de passer moi aussi à côté de quelque chose? Parce qu'on se rend compte de la fragilité de la vie. Je sais pas si vous auriez quelque chose, Pascal, à dire à Jonathan là-dessus. Est-ce qu'il a raison de se questionner? Je pense que si on se questionne... oui, hein? c'est chacun de ces petits... de ces signaux-là. En fait, lui, c'est un gros signal. Hein, on reçoit des appels dans la vie. Puis comme j'en parle un petit peu dans mon livre, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on ne les écoute pas. Parce que notre raison va nous empêcher de le faire. Mais... il a été à l'écoute de ce signal-là et c'est peut-être le premier pas vers justement ce chemin-là que lui-même a à vivre. Donc, bravo pour avoir été à l'écoute de ce signal. Ouais, puis de faire cette réflexion-là. En même temps, puis je pense que c'est quelqu'un, je pense que c'est Patrick qui dit que 17 à 30 ans, il avait beaucoup écouté son cœur, puis il était beaucoup pauvre finalement. Puis vous aussi, vous avez, ce que vous nous expliquez, c'est que vous avez vendu tout à peu près, puis bon, vous vivez plus frugalement qu'avant. Il y a cet élément-là de l'argent puis du bien matériel. C'est pas tout le monde qui est prêt à laisser ça aller. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'être avec son cœur plus que tout le temps être avec sa tête, mais d'être tout de même bien matériellement, là? Parce qu'on c'est une bonne question. On veut quand même ça, tu sais. On voudrait pas tout flamber pareil puis de se mettre à... Moi, la simplicité volontaire, je veux bien, là, mais tu sais, c'est difficile, là. Puis c'est une bonne question, puis je pense que c'est une question très importante parce que on est toujours dans la dualité. On parle de la tête ou le cœur. Et là, il y a une espèce de balancier qui s'est passé pour moi quand je me suis retrouvée à être uniquement, là, comme on dit, entre guillemets, dans le cœur. J'ai passé un bon 2 ans à pas faire d'argent. Et à me dire que pour être une bonne personne de cœur, je pouvais pas faire de l'argent. Ça faisait partie de
des principes pour moi. Pour vous, ça allait pas ensemble. Ça allait pas ensemble. Ouais. Et on est souvent dans cette dualité-là. Ouais. Donc, accepter l'abondance, accepter le fait que oui, on peut être confortable financièrement en étant dans un domaine qui nous apporte du sens, du plaisir, de la contribution. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Donc, je peux faire de l'argent et être une personne de cœur, puis une personne bonne. Parce que sinon, on démonise l'argent. Puis je trouve qu'on est beaucoup là-dedans au Québec. Puis faut sortir de cette étiquette-là. Oui. Tu sais, l'argent, je suis pas méchant, ça a mangé personne. Puis on est capable d'être heureux, d'être une bonne personne, tout en ayant un bien-être tout de même matériel. Tu sais, ça veut pas dire... Mais bon, après, t'as tout le superflu que des fois, on se met sur le dos dont on n'a vraiment pas besoin. Exactement. Donc, redéfinir c'est quoi pour moi le succès, c'est quoi pour moi la richesse, de quoi j'ai vraiment besoin. C'est ça. Tu sais, ça me rappelle un titre de livre là, qui sort bientôt d'un collègue. On a Myriam au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Myriam, racontez-nous. Ben moi, j'ai 34 ans. Dernièrement, j'ai eu à prendre une grande décision. Et justement, je pense que souvent, on pense qu'on a le choix de décider, mais c'est souvent aussi le coup du destin qui décide pour nous. Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a 2 ans, un médecin m'avait dit que je pourrais plus avoir d'enfants. Puis je tombais enceinte. Puis finalement, voyant les spécialistes, on m'a dit que j'avais le droit de garder. Et là, c'est de penser à ce qu'on fait parce que la vie nous a menés ailleurs. On a pris des décisions, le deuil était fait et tout ça, mais il y a le destin aussi qui décide parce que on n'avait rien donné de ce qu'on avait pour les bébés. Puis là, donc, vous allez avoir un bébé? Oui, d'ici 3 semaines, je vais accoucher. C'est génial! Oui, alors des fois on décide pas, puis c'est bien comme ça aussi. Êtes-vous contente? Oui. Oui, fatiguée, mais je suis contente. Oui, je sens que vous étiez fatiguée. Okay. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Bonjour, Claude. Claude, êtes-vous là? Oui. Allez-y, Claude. C'est la tête ou... Oh, je pense que c'est vous, c'est la tête qui décide. Ça se peut-tu? Non, moi, ce qui me fait décider, c'est plutôt l'impulsion et puis la passion. Ah, ben c'est bon. L'impulsion, comment... Vous êtes quelqu'un, là, c'est tout de suite, je décide sur, puis on verra plus tard? Oui, je suis un petit peu de cette nature-là, mais quand même, il y a une logique en arrière de l'impulsion. Donc, c'est une impulsion pensée, mais pas trop de réflexion, parce que des fois, en réfléchissant trop, on fait plus rien. La nature du cœur. Fait que, c'est plus au niveau de la passion et l'impulsion. C'est ça. Ce qui vous aide probablement à contrôler vos peurs. C'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Quand on se met à trop réfléchir, on est beaucoup dans nos peurs. Puis là, c'est là où on n'avance plus, là, finalement. Merci, Claude. Merci beaucoup, Pascal Dufresne. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir été là. Vraiment passionnante discussion. Puis j'encourage les gens à lire votre livre « Entre la tête et le cœur, voyage intérieur pour se découvrir et s'accepter ». C'est publié chez Béliveau Éditeur. Il y a toute votre histoire là-dedans. Puis vous expliquez plein de choses très, très intéressantes, réflexions personnelles. Puis on va suivre votre deuxième. Vous êtes en train de commencer un deuxième livre. Oui, ça va être adressé plus aux gens d'affaires, donc en entreprise aussi. Hein, c'est une question qu'on se pose beaucoup. La tête et le cœur, la performance, l'équilibre, etc. Donc, l'image de la personne de tête qu'on doit avoir en entreprise. Puis je pense que le message final pourrait être une citation que j'ai lue dernièrement. Suivez votre cœur, mais emmenez votre tête avec vous. C'est ça, exactement. Toujours bon. Merci, Pascal. Merci beaucoup, Isabelle. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Avez-vous ça, vous, encore une ligne téléphonique? Vous savez, la fameuse ligne dure à la maison. 30% des gens, apparemment, seraient passés de la ligne traditionnelle à la ligne cellulaire. C'est-à-dire, vous avez un cellulaire à la maison, vous n'avez plus d'autres téléphones. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Puis il y a bien des gens qui ont réfléchi et qui nous ont répondu déjà depuis ce matin. Alors, ça va faire une bonne discussion. À tout de suite.